Si j'accompagnais, c'est un projet qui est né au sein du Hub pour l'inclusion numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, donc INORA de son petit nom. Et on a fait le choix, en tout cas, de partir sur la formation des aidants numériques. Tous ceux qui ne sont pas médiateurs numériques, mais qui, au quotidien, accompagnent sur des démarches en ligne, des démarches auprès de la CAF, Pôle emploi, CPAM, et donc qui font de la médiation numérique alors que ce n'est pas leur métier. Et c'est comment est-ce qu'on peut les accompagner un petit peu à déstigmatiser le numérique, savoir comment prendre les choses, comment accueillir les gens et savoir si ils accompagnent ou s'ils renvoient, notamment vers d'autres structures du territoire et l'écosystème du territoire qui peut exister. Eh bien, Ici j'accompagnais, c'est une formation donc à destination des aidants numériques qui s'organise en hybride entre du présentiel et des modules en ligne. Le parcours démarre par une évaluation de l'aidant, de ses propres compétences numériques au moyen de la solution PIX qu'on a paramétrée pour évaluer uniquement les compétences applicables au métier d'aidant et de travailleur social. Et donc, au niveau du déroulement, on a un atelier en présentiel, des modules en ligne et un deuxième atelier en présentiel où on débriefe les apprentissages en ligne et on les met en situation et en pratique lors de l'atelier. La manière dont on a construit Et si j'accompagnais, on est sur de la co-construction. C'est-à-dire, on a sollicité beaucoup de travailleurs sociaux, agents de mairie, acteurs de l'insertion, pour voir quelles étaient leurs difficultés, c'était quoi qui bloquait dans leur quotidien. Ça a été sur des temps vraiment globaux, enfin de co-design mis en place, et puis aussi construit avec des médiateurs numériques, vraiment sur de la construction du contenu pédagogique avec des médiateurs de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, le choix d'en faire un commun numérique, ici j'accompagnais, c'est qu'on a eu plusieurs demandes, en fait, d'autres hubs ou même d'autres services qui nous ont demandé en fait, s'ils pouvaient réutiliser, voir comment s'impliquer, voir comment rajouter des modules. Alors, c'est des choses qui étaient déjà dans une dynamique un petit peu initiale, puisque l'ensemble des contenus est en CC-BY-SA, donc voilà, réutilisable. Mais ils nous ont aussi questionné sur comment est-ce qu'ils pouvaient réutiliser, ajouter, comment est-ce qu'on pourrait en fait faire grandir ce projet et surtout rajouter plusieurs briques qui était un petit peu le projet initial, d'avoir un socle de base et pourquoi pas différentes briques après en fonction des différentes compétences. La loi, elle est écrite aujourd'hui, donc la loi qui nous concerne à tous, elle est écrite d'une façon qui n'est pas intelligible par les citoyens lambda et même des fois par des experts. Donc, un objectif central, on va dire, de core values d'Open Fiscal, c'est de pouvoir rendre la loi transparente. C'est un algorithme. Concrètement, on parle de modèle de microsimulation. Donc, c'est un algorithme qui permet de faire des calculs sur des individus, que ce soit pour l'impôt, mais ça s'appelle FISCA parce que ça a commencé avec cette thématique de fiscalité. Mais ça s'étend à toutes les règles que l'on peut, toutes les équations que l'on peut voir dans la loi. Nous avons besoin justement d'un outil comme OpenFisca qui permet de rendre compréhensible par une machine la loi et donc la rendre, dans certains cas, automatisable. C'est un commun réel, c'est-à-dire que c'est un commun qui fonctionne, qui est employé par de multiples institutions à l'échelle nationale et internationale. Et le paradoxe étant que il s'est développé avant la formalisation pleine de la gouvernance et des règles qui permettent un tel passage à l'échelle. Pour arriver à créer OpenFisca, il y a toujours eu des différentes parties prenantes, par exemple dans des instituts qui travaillent avec les impôts,
ou dans des institutions qui travaillent avec les prestations sociales, qui chacun, dans leur mission, contribue aux aspects de la loi sur Open Fiscal qui les concerne. Et il y a toujours eu cette équipe au sein de la DINUM et maintenant au sein de l'ANCT qui a fait et qui a assuré l'animation de cette communauté. Aujourd'hui, on met l'essentiel du fonctionnement actuel sur Internet, mais il est dispersé, il est classifié plus facilement accessible par métier. Or, on est dans un environnement où on multiplie les métiers, il y a des économistes, il y a des informaticiens, il y a des juristes. La difficulté est de rendre ces éléments accessibles à des profils différents. Je pouvais faire une liste de Noël. Pour l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on arrive à intégrer toutes les aides et la fiscalité locale. On a aujourd'hui la loi avant vote qui est transcrite au code Open Fiscal pour la partie impôt sur le revenu et dotation en collectivité, qui du coup peut être employée pour l'après-vote une fois choisi par les députés. Et donc l'objet, c'est d'arriver à faire la boucle sur de plus en plus de sujets et d'élargir et de faire tache d'huile sur ces sujets. Après, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver un moyen de pouvoir, de façon pérenne, travailler et ayant des administrations et des contributeurs de la société civile qui puissent travailler ensemble, justement, pour améliorer et mettre à jour toutes les règles qui sont disponibles. Et après ça, j'aimerais bien, par exemple, qu'on puisse commencer sérieusement à imaginer faire les nouvelles réformes qui vont prendre place dans notre société, comme les retraites ou les nouvelles réformes de l'impôt, grâce à Open Fiscal dès le départ. Ça veut dire qu'on pourra travailler et avec des agents du gouvernement et avec des députés, des sénateurs, des designers et des développeurs, tous ensemble, dans des équipes agiles et multidisciplinaires pour imaginer et coder justement cette nouvelle réforme, même avant qu'on la s'écrive en français. Maintenant, le défi à relever, c'est d'attendre la masse critique des contributeurs et d'utilisateurs qui permettent justement d'arriver à cet objectif plus large, d'avoir toute la législation codée en code informatique. L'ambition de movilab.org, c'est plutôt d'être un commun de la documentation en tiers-lieu. Et donc, c'est plutôt d'être un outil à disposition de toutes les communautés qui souhaitent faire tiers-lieu pour qu'ils puissent documenter leurs pratiques et bénéficier de la documentation des autres communautés. Donc, on n'est pas vraiment sur de l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher de la vérité et des sources sur un guide. Un guide, on ne cherche pas à savoir s'il est vrai, on cherche à savoir s'il est utile. Ça a commencé en 2010, il y a une équipe avec un mélange d'acteurs de terrain et de chercheurs qui s'est intéressée au mode de vie durable et qui a vite compris que si ces modes de vie-là, ils devaient s'aimer, se développer, il y avait besoin de les documenter pour que les communautés qui commençaient à se structurer un peu partout en France puissent partager sur leurs expériences, ce qu'ils apprenaient, leurs échecs, etc. Et donc, ils sont intéressés à la documentation des modes de vie durables, des modes de vie de transition. Et ils ont monté ce projet de wiki qui s'appelle movilab.org, sur lequel les communautés qui développaient des choses intéressantes pouvaient expliquer ce qu'elles essayaient de faire et partager des retours d'expérience avec les autres. En février 2020, on a officiellement lancé une campagne qu'on appelle une campagne de co-investissement. Et donc, on a secoué un peu tout le monde dans l'écosystème des tiers-lieux pour dire qui a envie d'investir dans movilab.org, qui souhaite utiliser movilab.org, qui a envie de jouer le jeu de la documentation libre, ouverte, partagée au sein de movilab.org. Et donc, en gros, ils se sont dit, OK, faire tiers-lieu, c'est intéressant pour nos communautés de transition. Et donc, petit à petit, movilab.org est devenu le wiki francophone des tiers-lieux, mais plutôt de faire tiers-lieu en termes de configuration sociale, de projet de territoire. Et donc, on a rassemblé 12 000 €. Et avec cet argent-là, ça permet de payer les personnes qui améliorent Movilab. Et donc, la communauté de contributeurs, elle s'est un peu épaissie. Il y a plus de gens qui viennent travailler avec nous sur Movilab. Et par exemple, moi, j'anime des résidences contributives tous les premiers lundis du mois. Une petite communauté de contributeurs. C'est un commun assez fragile. Là, on est en novembre 2020.
Il y a des espaces de chat sur lesquels on discute, des personnes disent j'ai envie de faire ça, il se passe ça, comment on réagit. Donc il y a une gouvernance assez agile, très simple qui s'est mise en place de manière assez spontanée. Je trouve que les communs, c'est une réponse intéressante. Je ne dis pas que c'est la seule. Et j'aimerais bien que les communs, l'acteur privé et l'acteur public, coopèrent mieux sur les territoires parce que les trois ont un rôle à jouer. Je pense que les communs, les acteurs privés et les acteurs publics se partagent l'intérêt général et collaborent ensemble pour le porter. Et donc, je pense que l'acteur public doit passer d'une posture de donneur d'ordre, de financeur, à une posture d'accompagnateur et d'investisseur. Et ça change, ça nécessite de quasiment tout changer dans la façon de coopérer, de collaborer. Le problème principal, c'était l'absentéisme aux rendez-vous médico-sociaux dans les départements. 20%, ça représente 20% des rendez-vous. Et donc ça, c'est un constat qui est fait sur ce département-là, mais en fait, c'est le même dans tous les départements. Donc ce qui a été fait, c'était une expérimentation avec Doctolib et d'autres solutions du marché pendant quasiment 1 an, qui a bien répondu sur le champ médical, parce que Doctolib, c'est un peu son cœur de métier, mais qui n'était pas prêt, les acteurs existants du marché n'étaient pas prêts à aller sur tout le champ du médico-social et toutes les problématiques qui existent dans le médico-social dans les départements. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été fait et qui a été diffusé grâce à la DINUM, grâce au Décante, grâce à l'ADF. Et on a réussi à fédérer 13 départements avec la Banque des Territoires et la DINUM pour créer ce commun et le faire ancrer dans les services des départements. Donc depuis début 2019 jusqu'à la fin de cette année, on va être dans une phase d'expérimentation. Et ce qu'on a essayé de structurer avec les départements, c'est une nouvelle phase de consolidation avec un passage de l'Indinum à l'incubateur des territoires au sein de la NCT pour déployer l'outil massivement. Donc le déployer dans les départements qui sont déjà au sein du consortium, mais aussi embarquer de nouveaux départements et potentiellement de nouvelles collectivités qui font face aux mêmes défis. Ce qui a été hyper intéressant avec Rendez-vous Solidarité, c'est de mettre en avant les différences de parcours et les différences de pratiques sur les territoires. Là, on voit qu'on a un outil qui a été co-construit avec des agents et avec des usagers. Et on voit qu'il y a des challenges parce que le numérique, il vient transformer des pratiques et il vient se mettre au service des organisations et des agents. Et donc, on voit que ce qu'on a réussi à mettre en place très rapidement, c'est des premiers usages, un agent qui est prêt à prendre le risque. Aujourd'hui, le produit, il est développé exclusivement sur la partie technique par une équipe réduite, comme on sait le faire avec des startups d'État et de territoire depuis plusieurs années aujourd'hui. Par contre, on a créé des collectifs de référents locaux pour échanger, pour confronter et apporter et nous solliciter pour voir les pistes d'amélioration qu'on doit faire sur le produit. J'aimerais bien qu'on ait plusieurs départements comme l'Aveyron qui rejoignent le consortium. J'aimerais bien aussi qu'on trouve un autre niveau de collectivité qui souhaite déployer cet outil-là et le co-construire et co-construire une partie générique, mais une partie spécifique à un nouvel échelon territorial. Et je crois que j'aimerais bien aussi que même si aujourd'hui on part de la DINUM, qu'il y ait d'autres services de l'État qui s'en saisissent, c'est pour qu'on puisse vraiment mutualiser ça et faire une brique de la prise de rendez-vous et de l'organisation interne des agents, une brique publique et au bénéfice de toute la puissance publique.